Ce podcast dédié à Israël n'est pas un podcast sur la tragédie qui se joue à Gaza, pas sur le terrorisme inhumain du Hamas, ni sur la politique insensée et monstrueuse de Netanyahou, le Premier ministre israélien. Il s'agit de démographie, et j'aimerais pouvoir parler hors du contexte actuel. Mais en Israël, même lorsqu'il s'agit de démographie, géopolitique et religion ne sont jamais loin. D'ailleurs, dans cet épisode, je donne la parole à 3 anciens étudiants israéliens. Vous le savez, ce sont mes discussions avec mes étudiants issus du monde entier qui m'ont donné envie de faire ce podcast. L'une, Natacha, est interviewée avant l'attaque du 7 octobre 2023. Gili et Jonathan, après. Et on sent la différence dans leurs réponses. Bonjour, je suis David Duhamel, professeur d'économie à l'ILERI et enseignant à Sciences Po. Je viens vous parler du monde dans lequel on vit et surtout du monde à venir, un monde sans enfants. Israël n'est pas un pays comme les autres. Waouh, le scoop! Là, vous vous dites, c'est vraiment du podcast de haut niveau. Bon, je ne vous cache pas qu'avant de commencer cet épisode, j'ai un peu les chocottes. Parler d'Israël, c'est prendre le risque de se fâcher avec tout le monde. Le drame du 7 octobre et la tragédie de la destruction de Gaza amplifient, si besoin en était, la volatilité du sujet, sa dangerosité pour celui qui parle. C'est simple, dans ma famille, pour les fêtes, nous avons tacitement évité la question. Cela n'était même pas la peine de préciser qu'on n'en parlerait pas, sinon on allait s'engueuler. La situation est tellement triste, et cela depuis si longtemps, que quelquefois je m'engueule tout seul. Petit, j'ai vu mes grands-parents participer aux premières discussions pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. C'était à Tunis, en 1977. Je me souviens de ma grand-mère me disant, quelques années plus tard, « Il faut absolument faire la paix, sinon cela pourrait durer jusqu'à l'an 2000. » Que dirait-elle aujourd'hui ? Sans doute elle m'engueulerait. Alors, pour alléger l'atmosphère, enfin pour essayer, je parsèmerai ce podcast de ce que le judaïsme a de meilleur. Les blagues. Il y en aura 3 et peut-être 4. La première est ma blague préférée. La seconde n'est pas ouf, mais elle est pertinente. La troisième est profonde et sage. Et la dernière, la plus simple, elle est tellement ignoble que je ne la raconterai qu'à la toute fin du podcast. Et encore, c'est pas certain. Pourquoi vous parlez d'Israël ? Parce que Israël est le seul pays riche au monde à avoir une forte fécondité. Presque 3 enfants par femme. Et le deuxième derrière est la France avec 1,7 en 2023. Donc loin derrière. Une société à 3 enfants, c'est très différent d'une société à 1,7 enfants. Alors quand je parle des pays riches, c'est vrai que j'écarte les monarchies pétrolières type Arabie Saoudite ou Qatar, qui sont riches, c'est sûr, mais éclatées entre une oligarchie richissime et une très forte population immigrée plutôt pauvre. Non seulement parmi les pays riches, Israël est à 3 quand tout le monde est sous 1,7, mais la fécondité israélienne ne baisse pas. Alors, mon podcast s'appelle « Un monde sans enfants », car 70% des pays de la planète ne font plus assez d'enfants pour renouveler leur population. Et presque tous les pays de la planète voient leur fécondité diminuer. Et je vous ai dit que si tous les pays sont sur la même trajectoire, certains sont très avancés, la Corée, le Japon, et d'autres à peine au début, le Niger par exemple. Mais Israël, avec une fécondité à 3 et pas à 1,5, qui est la moyenne des pays riches, Israël est-il juste une exception à la règle ou dessine-t-il une autre trajectoire qui viendrait invalider mon propos ? Pour comprendre, comme toujours, il faut repartir en arrière. En 1948, date de sa création, Israël comptait 800 000 habitants. Et aujourd'hui, près de 10 millions. Si la France avait connu la même croissance depuis 1948, nous serions plus de 500 millions de Français aujourd'hui. C'est donc une croissance énorme. Et cette croissance, Israël le doit à sa natalité vigoureuse, mais aussi et surtout à l'immigration. Plusieurs millions de personnes ayant fait leur aliyah, leur retour.
Pour vous dire à quel point Israël est dingue, je vais le comparer avec un autre pays dingue, mais pour des raisons opposées, la Corée du Sud. La femme israélienne fait 5 fois plus d'enfants que la coréenne. Et pourtant, ces deux pays sont semblables à bien des égards. En Israël, tout le monde vit en ville, comme en Corée du Sud. Tout le monde est éduqué et beaucoup vont à l'université, comme en Corée du Sud, et d'ailleurs plus qu'en France. Tout le monde parvient à l'âge adulte et vit longtemps, comme en Corée du Sud. Tout le monde se marie avant de faire des enfants, comme en Corée du Sud, et ça, normalement, ça démotive un peu les femmes, puisque se marier, ça veut souvent dire avoir un mari, ça c'est à tous les coups, mais aussi avoir un patron. Israël est le premier pays au monde pour la recherche scientifique, en pourcentage de son PIB, comme la Corée du Sud, qui est juste derrière, le deuxième. Donc ces pays ont des facteurs socio-économiques semblables et une démographie totalement opposée. Les Israéliennes ont tout pour faire peu d'enfants et pourtant, elles en font 3. En fait, elles en font autant que leurs voisines, les Égyptiennes et les Jordaniennes. Pourtant, Égypte et Jordanie sont deux pays bien moins riches et modernes. Alors peut-être vous vous dites, il y a un tropisme moyen-oriental ? Pas vraiment, puisque le Liban, juste à côté, a une fécondité à l'européenne à 1,7. Il y a vraiment un mystère de la fécondité israélienne. Et pour le comprendre, il est temps de faire entrer en scène mes étudiants. Je leur demande de se présenter et de me parler de leur contexte familial. D'abord Natacha, que j'ai interrogée avant le 7 octobre. Bonjour, mon nom est Natacha, j'ai 23 ans et je suis née en Israël à Tel Aviv. Particulièrement dans la culture juive, c'est une bénédiction d'avoir autant d'enfants que possible. Et c'est pourquoi les familles, surtout les familles religieuses, croient qu'il faut avoir un maximum d'enfants. Jusqu'à même 12 par famille, ce qui est beaucoup. Même ma mère, elle est d'une famille très religieuse et a 4 frères et sœurs. Ils sont donc 5. 5. C'est pas 12, mais c'est pas mal. Et les autres ? Bonjour, je suis Gili, je vis à Herzliya et j'étudie à l'université de Reichmann. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je vis à Tel Aviv et j'étudie à l'université de Tel Aviv. Dans ma famille, nous sommes 3 filles et mon père a 7 sœurs. En ce qui me concerne, la plupart de mes amis sont à 3 et plus. Et personnellement, nous sommes 5 enfants. On le voit, ils sont tous membres de familles nombreuses. Une situation très différente de mes étudiantes asiatiques ou européennes. Cela signifie-t-il qu'ils veulent beaucoup d'enfants ? Je leur demande, cash. Oui, moi je veux des enfants, plein d'enfants. Bien sûr que cela dépendra de ma future femme, de ce qu'elle voudra. Mais si vous me demandez à moi, 5 ou 6 enfants, cela serait super. Natacha abonde dans son sens. Je dirais que mon idéal serait d'avoir 3 enfants. Je peux vous dire dès maintenant que je n'envisage pas d'avoir 10 enfants. 4 peut-être. C'est fou quand même que Natacha ait besoin de préciser qu'elle ne veut pas 10 enfants. Vous avez déjà entendu une Française dire « mais je veux pas 10 enfants » ? Vraiment, les Israéliens sont branchés enfants. Ah, mais voilà Gili. Je ne suis pas sûre de vouloir des enfants. Ce n'est pas une opinion très acceptable ici, notamment si je dis ça à mes parents. Et c'est principalement parce que je ne veux pas arrêter ma vie. Et c'est aussi pourquoi je sens que Jonathan est dans une position différente, car c'est un homme, donc il peut juste continuer sa vie comme avant. Mais moi, mon corps va changer. Je ne souhaite pas ça. Et émotionnellement, cela peut être très intense et arrêter ma vie et mon travail. En parlant d'avoir un enfant, Gili a dit 2 fois « Stop my life ». Arrêter ma vie. Un peu mourir peut-être ? Difficile d'être plus réticente. Ok, Natacha en veut 3, Jonathan 5, 6, même s'il l'admet, il doit demander d'abord à sa future femme, et Gili 0. On est quand même sur une moyenne haute. Je leur pose alors une question piégeuse. Et d'abord à Gili. Comment définiriez-vous l'esprit israélien ? La question n'est pas aussi débile qu'il n'y paraît. Elle a pour but de révéler l'optimisme fondamental de la société israélienne, même à ses heures les plus sombres.
Un optimisme qui contraste avec le pessimisme européen et qui peut, en partie, expliquer ce désir d'enfant. Un optimisme paradoxal. Tout va bien se passer. Continuons à faire la fête, à s'amuser, à travailler dur. Just business as usual. Ah, c'est très intéressant. Je pense un peu à haute voix là, mais il me semble que c'est à l'opposé de ce que je conçois comme l'esprit juif. Vous parlez de l'esprit juif ashkénaze? Absolument. Ici, nous avons effleuré du bout des lèvres la question de la distinction entre judaïsme et Israël. Miroir distant, mais miroir tout de même, de la distinction entre antisémitisme et antisionisme. Je vous rassure, je m'arrête là. Moi, je trouve ça super intéressant. Jonathan, qu'en pensez-vous? Oui, c'est une question difficile, et vous avez raison. L'esprit juif est différent de l'esprit israélien. C'est l'identité des Sabras. Oui, je suis d'accord avec Gilly. Tout va bien se passer, nous sommes forts. Je dirais « keep calm and carry on ». Mais pas vraiment, c'est très british. Il y a une expression en hébreu, mais je ne sais pas comment la traduire. Nous, le peuple juif, nous n'avons pas peur d'attendre longtemps avant d'avoir ce que nous voulons. Cela va aller. Parce que nous sommes un peuple si ancien. Ah, j'ai la traduction. Le peuple de toujours n'a pas peur d'un chemin long. Il y aurait un optimisme latent en Israël, qui contraste avec la sinistrose française. Quelque chose qui me rappelle les USA. Cela me fait penser à ma blague préférée. Alors attention, c'est ma première blague. Il y a deux vieux juifs assis sur un banc. Ils sont amis depuis toujours. L'un est un puits de pessimisme, il fait toujours la gueule. L'autre, un indécrottable optimiste. Le pessimiste soupire et dit « Là, vraiment, là, ça peut pas être pire. » Et l'optimiste se tourne vers lui et lui dit d'un ton encourageant « Mais si, ça peut !» Moi, je la trouve bien. Je pose une autre question à Gilly et Jonathan. Vous diriez que vous êtes quel genre d'Israélien? Je suis une Israélienne laïque. Oui, moi aussi, je suis un Israélien laïque. Ok. Vous en voulez plus? Que je développe? Comment en diriez-vous plus? Je vis dans le centre. J'aspire à travailler à l'international, dans l'industrie high-tech. Et qu'est-ce qu'un juif laïque israélien, selon vous? Presque un Américain. Ah, intéressant. Que veux-tu dire par presque un Américain? J'ai le sentiment qu'un grand nombre de personnes pensent qu'elles sont comme des Américains, pas comme des Européens. On a les mêmes façons de manger, faire du shopping, faire du sport ou étudier. Nos vies quotidiennes sont plus ou moins les mêmes. Jonathan, vous êtes d'accord? Oui, je pense qu'en gros, les pays occidentaux, nous sommes similaires. Pour l'essentiel, oui. Que Jonathan et Gilly se comparent aux Américains conforte mon hypothèse que la part laïque d'Israël suit une trajectoire semblable à la nôtre. Mais que Gilly spécifie qu'à son avis les Juifs laïcs sont comme des Américains et pas des Européens souligne l'importance de l'optimisme dans la culture israélienne et aussi du sentiment de résilience. Un sentiment que je retrouve avec Natacha. Je viens d'une famille très religieuse. Mon grand-père est très religieux, ma mère aussi. Moi, je me définis comme davantage traditionnelle que religieuse. Mais je pense qu'il y a toujours une raison, surtout après l'Holocauste, pour que nous, le peuple juif, le peuple israélien, nous nous assurions de rester forts et de ne pas perdre nos racines. Gilly et Jonathan se sont définis comme juifs laïcs et Natacha comme traditionnelle plutôt que religieuse. Ils évoquent là une division centrale de la société israélienne. Bon, Israël est un pays divisé. Là, je pense que je vous apprends rien. Une première division oppose Israéliens et Palestiniens. Deux peuples au territoire enchevêtrés et disputés, et c'est vraiment un euphémisme que de le dire. Aujourd'hui, si les Israéliennes ont 3 enfants en moyenne, les Palestiniennes en ont à peine plus. 3,5. Pour un niveau de vie très différent, d'éducation, une espérance de vie, une mortalité infantile, les Palestiniennes vivent vraiment dans un autre monde et pourtant elles ont une fécondité très similaire.
Au sein de la population israélienne, on distingue les Juifs des Arabes israéliens. Et ceux-ci forment environ 20% de la population israélienne et font 3 enfants par femme, comme les Juifs. Et ça, c'est assez nouveau. Dans les années 60, les femmes arabes israéliennes avaient 9 enfants en moyenne. 9. Vous avez bien entendu. Une division supplémentaire doit être faite parmi les Juifs entre Juifs laïcs ou athées, les non-religieux et les Juifs religieux, particulièrement les ultra-religieux, les Haredim. En hébreu, Haredim signifie « ceux qui tremblent devant Dieu ». Alors devant Dieu peut-être, mais au moment de procréer, ils ne tremblent pas, pas du tout. Les femmes Haredim ayant en moyenne presque 7 enfants. Alors attention, tous les Juifs religieux ne sont pas des Haredim, mais il est commode d'opposer les ultra-orthodoxes aux Juifs laïcs. J'ajoute qu'il existe une différence entre les Juifs ashkénazes, issus de l'Europe de l'Est, et les séfarades, d'origine espagnole et d'Afrique du Nord. Moi, par exemple, j'ai grandi en entendant cette blague qui ne fera pas rire tout le monde. Attention, voilà la deuxième blague. Quel est le pire ennemi des Juifs ? Les séfarades. Une blague d'Ashkénaz, donc. Historiquement, la question démographique en Israël est une question géopolitique et même militaire. David Ben-Gourion, le premier ministre israélien, déclarera « Les femmes juives doivent avoir au moins 4 enfants, sinon elles seraient comme un soldat qui esquive son service militaire. » Ce à quoi Yasser Arafat, chef des Palestiniens, répondra des années plus tard « Le ventre de la femme arabe est mon arme la plus puissante. » Bonne ambiance. Il s'agit de militariser le ventre des femmes, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes. Les femmes des 2 camps apprécieront. Au passage, on notera qu'Emmanuel Macron s'inscrit dans la longue histoire de la militarisation de la natalité, en parlant en janvier 2024 de, j'ouvre les guillemets, « réarmement démographique ». Cette phrase n'a pas été dite au hasard, et on en parle dans un autre épisode. Je le répète, dans les années 60, les Arabes israéliens avaient 9 enfants par femme. Et au moment des accords d'Oslo, en 1993, les Palestiniennes avaient encore 6 enfants et demi en moyenne. En Israël, cette vision d'un futur où les Juifs seront submergés par les Arabes continue à marquer les esprits, mais elle est obsolète. Et d'ailleurs, la part des Arabes israéliens ne devrait pas changer d'ici à 2065 et rester à 20%. En fait, les Arabes, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, suivent la voie de la transition démographique classique, passant d'une fécondité haute, et même dingo, 9 enfants par femme, à 3. Il a fallu un siècle au Royaume-Uni pour passer de 6 à 3 enfants par femme. Les Arabes israéliens sont passés de 9 à 3 en moitié moins de temps. Il faut bien comprendre que la démographie des pays émergents, c'est un bolide. En fait, pour beaucoup de jeunes Israéliens laïcs, au moins avant l'attaque du 7 octobre, le plus grand danger n'est pas le conflit avec le Hamas, ni même l'insécurité géopolitique, mais la montée en puissance progressive et apparemment inévitable des ultra-religieux, les Haredim. Les Haredim forment aujourd'hui 13% de la société israélienne, mais leur part devrait monter à 32% d'ici 2065. Autrement dit, la société israélienne va devenir beaucoup plus religieuse, plus conservatrice, plus favorable encore à la colonisation de la Palestine, et accessoirement plus pauvre et moins éduquée. À part sur la Torah, où là, elle va devenir incollable. Les rabbins prennent le pouvoir. Comment ? En faisant des enfants. Alors à propos de rabbins, évidemment, ça me fait penser à une blague. La 3e. C'est l'histoire de Samuel qui est malheureux et il va trouver son rabbin pour avoir de l'aide. « Qu'y a-t-il, Samuel ?» demande le rabbin. « Oh rabbin, ma vie est horrible. Je n'ai que 7 chèvres pour nourrir ma famille de 7 enfants et nous vivons les uns sur les autres dans une minuscule hutte. »« Je vois, » dit le rabbin. « Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire rentrer les 7 chèvres dans ta hutte et vivre avec elles. »« Mais enfin, rabbin !»« Samuel, ne discute pas. Fais ce que je te dis et reviens me voir dans 15 jours. »
Samuel retourne chez lui, s'exécute, vit avec les chèvres et revient voir son rabbin 15 jours après. Il est au bout de sa vie et il décrit l'enfer de la vie avec cette chèvre. « C'est bien Samuel, dit le rabbin. Maintenant, tu vas ressortir les chèvres de ta hutte et tu reviens me voir dans 15 jours. » Samuel fonce chez lui, vire les chèvres et revient 15 jours après. Il est transformé, il irradie de joie, il prend le rabbin dans ses bras. « Rabbin, merci, ma vie est formidable. » C'était la chute. J'ai un peu l'impression d'avoir fait un bide là. Mais bon, n'oubliez pas, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, ou dans l'oreille de celle qui écoute. Vous pourriez vivre avec des chèvres. Les rabbins prennent donc le pouvoir. Mes étudiants sont, et c'est sans surprise, sensibles à cette évolution. Si je divise la société israélienne entre familles religieuses et familles moins religieuses, leur perception est complètement différente. De mon point de vue, ce n'est que mon opinion, les familles religieuses ne sont pas vraiment intéressées par l'argent, combien elles ont par famille, mais plutôt par le bonheur à l'intérieur de la famille. Elles veulent que leur famille traverse les générations et soit aussi nombreuse que possible, car pour eux, les enfants sont un don de Dieu. Ils en veulent autant que possible. Et, toujours d'après moi, quand on regarde les familles « normales », entre guillemets, qui sont un peu moins religieuses mais qui peuvent être traditionnelles, c'est rare de voir plus de 4 enfants par famille. Et cela parce que, je crois, ces familles ont des préoccupations économiques. Elles veulent s'assurer d'avoir assez de revenus pour offrir à chaque enfant ce dont il a besoin, le même temps d'attention et de support financier pour des études supérieures. 2 mentalités différentes. La première religieuse et ultra-nataliste, l'autre matérialiste et, comme dit Natacha, normale entre guillemets. Le poids des haredim va mathématiquement augmenter. Cela a déjà, mais surtout cela aura des conséquences politiques, culturelles et économiques. À partir de 2050, si on en croit les projections, et comme d'habitude les liens sont en bio, les haredim pourraient être le plus grand groupe de la société israélienne. J'ai été estomaqué en trouvant ces chiffres. Quand on songe qu'Israël a débuté comme un projet largement laïque et socialiste, se dire que 100 ans plus tard on atterrit dans la religion intégriste et l'extrême droite, ça donne un peu le vertige et pas mal la nausée en fait. Politiquement, le système électoral israélien est à la proportionnelle avec un seuil très bas, à 3,25%. Il suffit d'avoir 3,25% des voix pour être représenté à la Knesset, le Parlement. Cela explique les difficultés à former des coalitions de gouvernement et l'influence exorbitante qu'ont déjà les petits partis ultra-religieux, et souvent d'extrême droite, sur la politique de Netanyahou. Et ça va pas s'arranger. Culturellement maintenant, que deviendra la tolérance israélienne quand les religieux seront majoritaires ? Tel Aviv est un havre progressiste. Le restera-t-elle ? Je pense par exemple à des déclarations, certes antérieures au 7 octobre, d'un député religieux d'extrême droite, M. Itzhak Pindrus, déclarant que la communauté LGBT fait plus de mal à Israël que les organisations terroristes. Ça sent pas très bon. Et enfin, économiquement, le PIB par habitant des Haredim est moins d'un tiers du PIB des autres. Leur contribution à l'économie du pays est faible. Ils sont un peu le clergé du Moyen-Âge. Les hommes travaillent peu, les femmes davantage, mais à temps partiel, vu qu'elles ont 7 marmots à élever. Le partage des tâches étant traditionnel, c'est-à-dire qu'elles font tout le boulot. De même, les Haredim ne sont pas astreints au service militaire, qui est obligatoire pour tous les autres, hommes et femmes, et qui est de 2 à 3 ans. Et cette exception ne va pas s'en poser de problème. Je demande à Gilly et Jonathan si ces évolutions les inquiètent. Oui, je vois un futur où nous, les laïcs, nous devons travailler tellement dur pour la majorité, ce qui sera une majorité de Haredim, qui n'augmentera pas sa participation à la population active, car ils étudient la Torah. Israël sera un pays beaucoup moins riche, un pays pauvre. Jonathan est plus confiant.
Je ne suis pas inquiet, parce que je crois qu'il y a des choses que vous pouvez faire en tant que minorité et que vous ne pourrez plus faire quand vous êtes plus nombreux. Par exemple, les retraites. Ils comprendront que cela n'est pas tenable et donc participeront davantage. D'ailleurs, c'est déjà en train de changer, lentement, mais on voit qu'ils commencent à participer à l'effort On militaire. le voit bien, le chiffre de 3 enfants par femme est en fait une moyenne, tirée par le haut par les Haredim, qui en ont 7, et par le bas par les Juifs laïcs, qui en ont 2. Alors je pose la question, est-ce qu'Israël est différent, ou est-ce que c'est sa portion ultra-religieuse qui fait tout le travail ? Après tout, le taux de fécondité français ou américain était encore à 2 il y a quelques années. Et le taux des Juifs laïcs baissera-t-il en Israël comme ailleurs ? Très honnêtement, je ne sais pas. Quand j'entends Gilly et Jonathan se sentir américains, je pense que oui. Mais en Europe et aux États-Unis, une des raisons les plus citées par ceux qui ne veulent pas d'enfants est le pessimisme et l'éco-anxiété. Or celle-ci ne pénètre pas la société israélienne de la même façon. Non, non pas vraiment. Je crois que ce qui pèse le plus est le fait de devoir faire l'armée. C'est une chose plus personnelle. Je dois quitter ma vie, aller à l'armée. Que va-t-il arriver au pays ? Ceux qui vivent au nord et au sud. En ce moment, ils sont déplacés car c'est trop dangereux. Une fois que vous avez de plus gros problèmes, plus personnels, liés à comment vous allez vivre votre vie, vous n'avez pas trop de temps. Vous ne pensez pas à ces super gros problèmes. Si vous m'aviez demandé cela avant le 7 octobre, je vous aurais répondu que ce qui m'inquiète le plus est le nombre croissant de Haredim et le risque qu'ils prennent le contrôle du pays. Oui, je dirais que cela ne nous pèse pas comme cela pèse sur les Européens et Américains, car nous avons des sujets plus urgents. Ici, le contexte s'invite dans notre discussion. Pour nous qui vivons ailleurs, il est déjà difficile de parler de la démographie israélienne sans penser à la guerre, au terrorisme du Hamas et au massacre de Tsahal. Pour Gilly et Jonathan, c'est impossible, et on le comprend. Pour résumer, Israël suit une trajectoire particulière, en grande partie en raison de la place grandissante de sa part ultra-religieuse. Mais les autres, même les juifs athées, font 2 enfants en moyenne. Alors que les mêmes juifs athées aux États-Unis ont une fécondité plus basse que la moyenne américaine, à 1,4 au lieu de 1,6. Il y aurait quelque chose de propre à Israël, en dehors de la religion. Et ce serait quoi, ce quelque chose ? Eh bien, un mixte d'optimisme latent, comme aux États-Unis, une tradition nataliste ancienne, comme en France, donc des institutions pro-famille, des relations hommes-femmes relativement égalitaires, comme en Scandinavie, un sentiment nationaliste et culturel de devoir continuer une histoire, une culture de la résilience, et une idéologie qui fait de la femme le garant de la pérennité de la nation, et le mariage, le passage obligé d'une vie accomplie. J'emprunte cette liste à la professeure de démographie à l'Université hébraïque de Jérusalem, Barbara Okun. Je vais laisser le mot de la fin à un autre ponte de la démographie, Paul Morland, star de la démographie anglaise et prof à Oxford. Il a une thèse un peu différente de la mienne. Et ça m'embête un peu parce qu'il est beaucoup plus calé que moi, je dois bien l'admettre. Selon lui, dans le futur, la démographie fera face à un trilemme. Un trilemme, c'est un dilemme mais avec 3 possibilités. Selon Morland, il y aurait 3 types de pays riches, donc 3 futurs possibles puisque, on l'espère, tous les pays du monde ont vocation à devenir riches. Les pays comme les USA ou l'Europe de l'Ouest seront économiquement forts avec une culture individualiste et diversifiée. D'autres pays déclineront assez vite comme la Corée du Sud ou le Japon parce qu'ils refusent de s'ouvrir à l'immigration et qu'ils restent individualistes. Individualistes, cela signifie que les femmes ne font des enfants que pour elles. Et leurs conjoints et la famille, mais pas pour Dieu, pas pour la nation. Et enfin, Israël sera économiquement fort sans être culturellement plus diversifié qu'il ne l'est aujourd'hui, grâce au sens du devoir d'une partie grandissante de sa population, les Haredim, qui justement font des enfants pour Dieu. Pour Morland, la 3e voie dessinée par Israël est une alternative crédible au déclin des populations. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai, il existe des communautés très religieuses en forte expansion, mais elles sont toutes petites.
Elles sont petites aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Si les normaux, pour reprendre le mot de Natacha, ne font plus d'enfants et que les ultra-religieux pondent comme des lapins, que va-t-il se passer ? Toutefois, les religieux ont un problème. Chaque année, une partie d'entre eux passe dans l'autre équipe, celle des mécréants. Je suis tombé sur un article amusant écrit d'un point de vue pro-religieux, s'inquiétant du nombre d'enfants qu'il faut avoir, non seulement pour remplacer la population, mais surtout pour compenser la fuite vers les impies, les hérétiques. À 7 enfants par femme, les Haredim sont tranquilles, ils n'ont pas ce problème. Mais il y en a tout de même plusieurs milliers qui chaque année s'évadent. Alors, pas nécessairement pour mener un char à la Gay Pride de Tel Aviv, mais pour vivre autre chose. Et d'ailleurs, c'est pas facile pour eux, car bien souvent, ils sont bannis de leur communauté d'origine, et en même temps, ils peinent à trouver un job, car ils sont plus érudits en bondieuserie qu'en maths, sciences économiques ou histoire. Est-ce que la religion sera le futur ? J'aimerais tellement vous dire non. Mais Israël me l'interdit. C'est la fin de cet épisode. Suivez-moi dans cette histoire que je trouve passionnante d'un monde sans enfants. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des étoiles, surtout des étoiles. C'est super, ça nous aide. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Et t'avais pas une autre blague ? Ah, cette voix, c'est Clara, qui réalise le podcast avec moi. Oui, j'avais une autre blague. Une blague juive ignoble. Allez, c'est parti. C'est l'histoire de Rachel et Moshe, un couple de petits vieux, ensemble depuis toujours. Il est tard, donc 20h30 pour eux. Et ils vont se coucher. Et donc ils rentrent dans la chambre et Moshe, il a l'œil qui brille un petit peu, Moshe. Et il dit... Oh là, j'ai peur. Ça va, écoute, ce soir, j'aimerais bien... Oh non,